Bueno, buenos días a todos y a todas, buenas tardes a quienes estáis en Europa o en Asia. Hoy inicio esta sesión de la Jornada de las Mujeres Líderes de la Abogacía desde México. Je disais que je suis au Mexique et je vous donne la bienvenue à cette journée des femmes leaders des barreaux qui est déjà à sa 4e édition grâce à Elisabeth Zacharias Youfi qui travaille très lourdement tout au long de l'année pour l'organiser. Alors merci Elisabeth. Thank you Elisabeth. Welcome everybody. We are today starting the Women's Leaders of the Bar Day. And I'm just here to welcome all of you and to thank Elizabeth and all the speakers that will intervene over the session because it's very important for the UIA, this session that is in its 4th edition, and I hope it will have many others in future years. So I will leave because we have today a seminar in Mexico where I am, and I have to attend also the seminar. But Elisabeth, je voulais être ici pour saluer et pour te remercier pour tout ton travail. Et maintenant, je te donne la main et je salue tous les intervenants et je vous quitte dès maintenant. Merci. Oui, merci beaucoup, Urquiola. Je suis très touchée par ce que tu viens de dire, c'est très gentil. Et je te remercie pour ton soutien à notre comité des femmes. D'ailleurs, Urquiola, you are yourself an inspirational woman. You are a leader of the bar in your country and in the Union Internationale des Avocats. And you were one of the guest speakers that we honored in the first edition of the Women Leaders of the Bar Day in 2020. Nous avons lancé cette journée des femmes leaders des barreaux en 2020 et nous avions eu l'honneur de vous accueillir comme femme leader dans votre barreau et vous étiez déjà élue comme vice-présidente à l'UIA. Et nous sommes très fiers de toi, Urquiola, et nous te remercions beaucoup. Merci, merci Elisabeth. Alors là, maintenant, je m'adresse aux personnes qui sont avec nous, qui se sont inscrites et qui participent à notre journée des femmes leaders des barreaux. Alors, good morning, or should I say good evening, as you are joining us from different countries with different time zones. Hola, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez, puisque vous nous rejoignez de différents pays d'Europe, d'Afrique, mais aussi des États-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, d'Asie, du Koweït, de Bahreïn, de Haïti, et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous sommes contents de constater que chaque année, cette journée des femmes leaders des barreaux suscite un intérêt de plus en plus croissant de la part non seulement des avocates, mais aussi des avocats qui sont nombreux à suivre aujourd'hui notre webinaire. It's my great pleasure as President of the Women's Committee of the Union Internationale des Avocats to welcome you all. And as I was saying, we launched this event in 2020 with Jerry Ross, who was then the president of the Union Internationale des Avocats. We wanted to honor exceptional women, lawyers who accomplished major achievements in their career and thus participated in promoting and advancing the role of women and their status in the legal profession on national and international level. Nous avons créé ainsi une tradition annuelle qui nous permet bien sûr de rencontrer des femmes leaders qui se sont distinguées à différents titres dans leur barreau au niveau national ou international et ont ainsi participé à promouvoir et renforcer le rôle de la femme dans la nation et la place qu'elle y occupe et qui doit désormais être bien reconnue. Mais nous souhaitons aussi, à travers cet événement, suivre l'évolution du rôle et du statut des femmes avocates dans les différents pays représentés à l'Union internationale des avocats et les progrès réalisés dans ce domaine. Nous cherchons également à cerner et identifier
les défis qui continuent à entraver le parcours professionnel des avocates, des défis persistants et d'autant plus dangereux et menaçants qu'ils sont souvent sous-jacents. Nous voulons aussi et surtout déterminer les moyens les plus efficaces pour les surmonter grâce aux recommandations que nous communiquent nos oratrices et qui émanent de leur expérience personnelle tellement riche et couronnée par une réussite bien méritée. Today, we will honor 4 exceptional and inspirational women who accomplished major achievements in their career as lawyers. They will talk about their personal journey to become a bar leader, the challenges they had to face, and how they managed to overcome them. They will share with us their recommendations to promote and advance the role and status of women in bar associations, and their advice to our young colleagues, helping them to succeed in their career. Improving women's leadership is one of our major objectives as Women's Committee. And to do so, we need to change mentalities and discrimination in this field, empower women through mentoring programs and training sessions. We need to strengthen the motivation of women and their confidence in their skills. This is what we are working on in our Women's Committee. And you are invited to join us and participate in these programs, mainly in our mentoring program and the training session that we are organizing. Today, we will have then 4 speakers. The first speaker will be Birgit Sambet. Before I introduce Birgit, I would like to say that at the end of the 4 speeches, if you have questions to ask, there will be a time for questions and answer and debate. You are kindly requested to write your question in the Q&A box, and then we will relay it to the concerned speaker. So, as I was saying, our first speaker is Birgit Sambet. Birgit is an attorney at law with an LLM International Banking and Finance from Boston. She's the immediate past president of the Swiss Bar Association and the former president of the Swiss Committee of the Union Internationale des Avocats. She's specialized in mainly in dispute prevention and resolution, and she was recognized in 2020 as Mediation Lawyer of the Year. Birgit is also a distinguished member fellow of the International Academy of Mediators in Canada, and she is also the vice chair of the Mediation Committee of the American Bar Association International Section. She participated, she's also a founding member and former vice president for Geneva of the Swiss Chamber for Commercial Mediation. She's member of the ICC Switzerland, of the Swiss Arbitration Association, of Arbitral Women, and she's member of the Association of Business Lawyers. She has also many publications that you can find on her website. Birgit, what an impressive biography. And we want really to know more about your journey as a leader in the profession and to learn more about the challenges you had to face and how you overcame them and what do you recommend for our young colleagues and for us to do in order to promote and advance the status of women in the legal profession. Birgit, thank you so much for being with us today, and the floor is yours. So, do you hear me? Do you see me? Yes. Okay, because I don't see me myself, thank God. And I don't see the PowerPoint right now, so I may have an issue with the view of that. Now I am here. Okay, good afternoon, everybody. I am in Europe, so this is the part where it's the afternoon. And I'm very happy and very, very proud, I must say, to be on that panel with these very impressive women around me. I would like to thank you very much, Elizabeth, and the UIA for what you're doing for the status of women, because this was one of the most important thing I did when I was the president, was really to promote women, to promote diversity, to promote equality, and to try to have inclusion much more in our profession. So I'm going to talk about that.
As you see, I am French speaking usually, or German speaking, depending, but certainly not English, English native speaker. But I decided to do the little speech in English and to have the translation in French being showed on the screen. I was the president of the Swiss Federation of Lawyers during 2 years, and this has been what we call a bit of my life, the parcours de ma vie. Meaning, I was born in Geneva in a family of non-Swiss, of Germans, and the circumstances of life, my father being one of the persons being held responsible of a huge chemical incident which happened in Italy, the Seveso incident, which was in fact at the start of what we're calling today the Seveso rules. We're going maybe to talk about that later on. Revealed my need, in fact, for equity, for ethics, and for responsibility, because I realized that the legal treatment of my father, of the whole case and so on, was not exactly what I was expecting as a young person looking into what law would be, what justice would be, and so on and so forth. So being a woman full of energy, very positive, very much engaged in my private and professional life, I did a lot, not only in banking law, but a lot for the law of children, for mediation. I was a member of the council of the Ordre des Avocats of Geneva. I love my profession, and I was very lucky to be able to exercise in lots of different fields of the law. And I was also very lucky to not only be working as a lawyer, but also looking into other fields. Like I was working in a Big Four. I was working 12 years as a deputy magistrate in family law matters. I was what we call a juge de paix. So someone who makes conciliation, who helps people to conciliate. And of course, I had my own study for 10 years before working now as a partner in a major firm, not a big one, but a very good one in Switzerland, between Geneva, Zurich, and Lugano. I was also, and I think this is important, I was the first woman being the president of a board of what we will call une société anonyme d'avocats, which was new in Switzerland. And it was time for women to take this kind of roles, even though at the very start, everybody was just looking and saying, wow, this is something new. And we're not talking about 50 years ago. We're talking about maybe 15 years ago. So things have changed quite a lot in the last years. So at some point in time, I really wanted to take a bit more time to safeguard what our profession has been fighting for all those years, to be sure that we are still on the right path, also with respect to digitalization, with respect to ADR, of course, because this is, as you have seen, a bit of my baby. I mean, mediation, arbitration, these kind of things. Artificial intelligence, of course, and of course also the opening of new markets. And I was really ready to fight for the place of and the role of lawyers with respect to the rule of law, to access to the law. And during the 2 years I was working as president, we did a lot modernizing our ethical rules. We did a lot for the access of our profession, notably for the young people, creating a forum of the young bar, and of course, a lot for diversity and inclusion. I'm going to talk about that later. So I am what do we call in Switzerland a multi-culti, so someone who has lots of cultures, who speaks a couple of languages. I love to travel, to share ideas and projects, and to defend them, and of course to make them concrete. So it's not only about talking, it's also about really doing them.
You asked a question about, challenges. Of course, there are lots of origins. And the first challenge I would say in our capacities is to be able to conciliate private life, professional life, and public life, because we become somehow a public persons with all the good and the bad sides, and sometimes also the need to take a step back and say, okay, what is important now? Which part of my life is important? And what can I do for which part of my life? How can you overcome challenges? I think, and I'm going to finalize also my speech later on about that. You need to believe in what you're doing. You need to believe in your dreams. You need really to believe that it's going to work, and it is going to work at some point in time. But you need to be not alone. So have the right people on your side. You need to be flexible. Be a bit some relativity in what is happening. Don't take everything personal, even though sometimes it's not so easy, I would say. And I must say, I never had difficulties because I was a woman. Quite to the contrary, because I was a woman has very often helped me in my way. So I was lucky, maybe, but I think it's also, as you said, Elizabeth, before, we need to have confidence in our, in our skills. And the fact that you are confident in your skills, at some point in time, the challenges just are overcome. At the Swiss Federation, I also learned what we call a motto. It's servir et disparaître. So you serve and you disappear. And you're not making any political kind of, thinking about what's going to happen later on and so on. You're just there. You are there in the present time, and this is what you're doing, and you're doing it the best you can. So maybe the next slide. So a recommendation in order to promote the role and the status of women in the different association, bar association and professional association. I think, there are a couple of recommendations. First of all, showing, selling by doing. So it means we need to be role models. We need to completely, what I call incarner. So, we need to be the person we pretend to be. We cannot pretend to do something and not really be it. We need to be the role, the function, and we have to show how it is possible and that it is possible, first of all, and how it is possible. So promoting women is also promoting women within women, because very often we think about men, but I think we first have to start with ourselves. We have to look into women and propose women for all those kind of functions, of roles and so on. And we need to inspire them, which means how can we help to effectively, because we're talking about making a reality check here. This needs to be real. It's not only about talking, it's really helping women with coaching, with mentoring them, with visibility, with empowerment, and so on. But it's really taking them and putting them at my place, promoting them instead of promoting me, or promoting them with me helping them to promote themselves. And this is really what we tried to do. And I think we very much achieved that. I will tell you a bit more in a couple of seconds. We need in professional organizations to put a clear frame how we can access those kind of functions and roles and the conditions to access them. And we need to propose some help and some assistance to get there. Not only telling this is the way it is and help yourself, but really assisting them to do that. But also, one of the assistance is only, as you said, Elizabeth, too, is confidence in your skills. You have so many skills. Just trust in yourself.
So what did I do, for instance, just to show you? And this is part of the end of the slide, se montrer et s'unir. So show who we are and unite ourselves. So two things I did, which were very interesting. First of all, I did what I call a tour de Suisse. So I went to all the cantonal bars. We have 26 cantonal bars in Switzerland, and showing that a woman can be a president of the bar, showing what a president is doing, speaking with women, with the women there, speaking with the men there, and promoting the role of women in showing who we are. And it was very, very nice because I think lots of women also were very grateful for me to just also bring them up in their own organizations and asking them what they are doing and what their roles are and so on. The second thing is the first, what are we called la première journée des avocates FSA in Switzerland. So it happened this year in January. And this was, I think, one of the things I would suggest other bars to do. It was very interesting. It was not only about having an inspiring guest speaker, but also having women, I mean, either partners or presidents, vice presidents of cantonal bars and so on, explaining how they get there, how they got there, what they did, what they failed, how it went, and so on and so forth. And what we loved during the afternoon is we had very inspiring and professional women helping us to a workshop on leadership, brain making, marketing, communication, how to speak in public, and so on and so forth. And I tell you, the day was a full success. We had a lot of éxito, how the Spanish would say, and women felt so thrilled that they requested a second one, which is going to happen in January of next year. So maybe the next slide before I stop. So my advice, and my input. I mean, the first thing, believe in it, really believe in it. Second, don't doubt. No, I don't know how to say that in English, le syndrome de l'imposteur. How do you say that in Spanish? I'm sure we all have that in our languages. Síndrome del impostor, es lo mismo, suena igual, síndrome del impostor. This is the awfulest thing happening, to my point of view, because we all believe that, how come I am the president? It's not normal. And I tell you, when I was the 2 years the president, I felt absolutely at my place. I was not displaced. I didn't feel too much, too little. It was just right. Engagement, of course, being able to have the right people around ourselves. Of course, interest people in what we're doing, in the projects and so on. Develop particular themes, particular competences, and being recognized for that. You are not recognized because you are the president. You are recognized because in the field of law or in the field of blah, 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 you are the person who is. And you talk about that with a lot of stars in your eyes. And this is why people believe in what you're doing and that you are going to be able to bring those projects to the end. To be very present and open to opportunities. Lots of opportunities are happening. And of course, being able also to make compromises, but not what we would say in French, compromission. So don't compromise your interests. Make agreements. You need to work with other people, with other mentalities, other cultures, other expectations, and so on and so forth. But do not compromise your dreams. The dreams you are thinking of, you are seeing as you go, they need to be at some point in time, they need to be lived. I want to just share at the very end a phrase of one of my mentors, who is William Ury, who also wrote the book Getting to Yes. I'm sure you know it from the Harvard negotiation concept. And he said in a master class I visited a couple of years ago,
keep expectations low and aspirations high. And my little add to that is, and get inspired. Inspire and get inspired, because this is really what we want to do. So thank you for having me. I'm very much looking forward to exchange with all my distinguished colleagues, and thank you again. Thank you so much, Birgit. That was, yes, that was very interesting. Your presentation is really focusing on the main problems that women are facing now. And you gave many ideas, but I just want to highlight one of them. Believe in what you're doing. And this is very important for women. As you said, they would say, oh, I'm in this position. Do I deserve to be in this position? Yes, why not? You can, you must, you should. So this is very important. And that's why we are organizing every year these women leaders of the bar day, just to show that, yes, believe in yourself, especially if you are talented and you have the skills and you have the knowledge. You have to go further and you have to be there. You can be there. And then what you said, yes, you have to work, you have to show that you are doing something, and that you go to the end with everything you just start to work. This is very important, and this is what we learn every year from inspirational women like yourself that we invite to honor. We honor you, but also we benefit from your experience and from what you are saying. This is very encouraging for the people who are watching us now. Thank you so much. Thank you. Now we will go to Mexico, to Isabel. Our second speaker, Isabel Davara de Marcos. She's the Vice President of the Bar Association of Mexico. And now it's in the morning there, 8 o'clock in the morning. Thank you for joining us so early in the morning. She has a PhD in law, and she's the Vice President of the Digital Economy Commission of the International Chamber of Commerce, ICC, in Mexico. She's a professor of law at the Autonomous Institute of Technology of Mexico, and a guest professor in various educational institutions pertaining to the private and public sector. And she's a lecturer and an author and co-author of more than 15 books and more than 100 specialized papers and essays. We're talking about a lot of experience, and we're looking forward to hear what you are going to tell us about your journey, how you became a leader in your bar, and what do you recommend to our young colleagues and to ourselves in words of what we should do to help women, to empower women, and to help them to get to a leading position, especially in the profession, in the legal profession. So thank you very much for being with us. The floor is yours. Thank you, Elizabeth. First of all, I will speak in English, in Spanish, because it's it's my main language and one of the official languages of the UAA. But I wanted to thank you, all of you, for the honor of being with you and learning from you this morning. I sent my slides, but I sent in a real like just now. So I will share it with you if you want from my computer, or if you want it later as a sum up, as you were telling me before, Elizabeth. So, bueno, estoy encantada de compartir el día de hoy desde México un poco mi viaje personal y aprender de ustedes. Escuchando a Birgit, me parece que creo que lo que yo estaba concluyendo, y no está en mis slides, pero en algún momento estará, es que, primero, los líderes no nos diferenciamos tanto, ¿no? Y suena a veces difícil. Quiero comenzar hablando desde un punto de vista muy humilde, porque siempre que me invitan a hablar de cómo aconsejar mujeres, me siento que es una encomienda, que es un rol demasiado que lleva demasiada responsabilidad para mí, porque a lo mejor, bueno, sin duda alguna no he sido capaz de poder ver todas las dificultades que cada quien tenga, porque todas somos diferentes, ¿no? Y puede ser a veces muy reductivo por parte mía, ¿no? O por parte de alguien, pero desde esta humildad, de esta generosidad, pues estoy encantada de compartir y aprender con ustedes. Escuchando a Birgit, les decía que al final creo que lo que tendríamos que sacar o entre todas nosotras es que los líderes, hombres o mujeres, no se diferencian tanto.
creo que lo que más nos diferencia es que muchas veces las mujeres no nos lo creemos, no tenemos la confianza en que somos igual de buenos líderes, en este síndrome de la impostora. Y no es una responsabilidad solo nuestra, las circunstancias y la historia lleva a que tengamos razones para no creerlo, pero hay que pararlo ya. Hay un libro que siempre leo cuando estamos en estas cosas de mentoras y de mentís, que se llama The Confidence Code. Es un libro que lleva análisis de varias situaciones para averiguar si esta falta de confianza es algo genético o algo que tenemos que podemos y debemos trabajar, pero sin duda es algo que nos identifica como mujeres, ¿no? Bueno, comienzo un poco por mi viaje personal, que me ha encantado ver que se parece mucho al de Birgit, para decir que al final creo que los líderes somos aquellos que, y suena difícil hablar de uno como líder, pero bueno, pues sí es la posición que se ostenta, somos aquellos que tenemos una pasión, un interés y la seguimos y la perseguimos, no importando los obstáculos, ¿no? Porque al final creo que muchas veces no pensamos tanto en los obstáculos, sino que hacemos y sale, ¿no? Aunque sea, evidentemente, a veces overwhelming, ¿no? Yo originariamente soy española, nací en Madrid y vine a vivir a México cuando me casé hace 20 años, bueno, un poco menos de 20 años, ¿no? Entonces, estudié mi licenciatura en Derecho en España y también Business Administration y mi doctorado en España. Y me casé y yo me dedico a una especialidad muy concreta, como también estaba señalando Birgit, que es Derecho Digital, ¿no? Privacidad y cosas por el estilo. Cuando yo llegué a México ni siquiera existía la ley, ¿no? Con lo cual tenía que empezar desde cero en todo. Los abogados somos una profesión regulada, con lo cual si tú cambias de país tienes que volver a estudiar y tienes que pasar un examen y tienes que, no hay shortcuts, no hay atajos. Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo otra vez y es duro. Y luego además el mundo de los abogados es un mundo muy cerrado en cualquier país del mundo. Quiere decir, no tanto cerrado a que entres, sino cerrado que se conoce mucho la gente entre ellos. Además, tuve que aprender que el sistema mexicano era un sistema muy diferente respecto a los colegios de abogados. Yo venía de un sistema en el que la colegiación es obligatoria y por lo tanto hay muchas facilidades en ese sentido para poder estar asociados. En México la colegiación no es obligatoria, entonces todo lo que hacemos, la abogacía formal en México, es por amor a la profesión. Es todos juntos luchando por la defensa de la justicia y del Estado de Derecho. Y esto es lo que te tiene que guiar en la vida. Y claro, uno tiene su práctica profesional y ahí quieres crecer y desarrollarte y tener un buen despacho y tener una buena práctica académica. Pero a la vez, cuando uno recuerda por qué se hizo abogado, si vas al origen de la palabra es advocatus. Kelsen dice que somos la persona a la que cuando tiene un problema se llama mucho más allá que al médico, porque vamos al auxilio de la gente. Entonces, cuando uno recuerda eso, recuerda para qué te hiciste abogado, entonces, si sientes que hay algo que te impide estar parado ante la injusticia, es cuando no hay límites. Y no son grandes palabras. Nosotros ahora en México llevamos unos años sufriendo muchas dificultades y ataques contra el Estado de Derecho muy concretos. Y la abogacía formal hemos tenido que trabajar muchas horas y en muchas condiciones muy difíciles para defender las garantías y los derechos humanos. Pero quiero decirles que a pesar de las dificultades y del cansancio, nunca me he sentido más orgullosa de tener una profesión como en estos años, de saber lo importantes que somos para la sociedad y el valor que tiene nuestra profesión, ¿no? Entonces, este amor por lo que haces, este amor por la justicia, el saber que, bueno, sí, evidentemente para mí los desafíos es algo que me gustan,
creo que cuando uno ve ¿no? Me parece, me da mucho gusto que hayan puesto ustedes primero lo del personal journey, porque creo que cuando uno ve el tipo de persona que eres, tiene sentido o hace sentido que lo que eres como persona lo seas como abogado, ¿no? Porque además ser abogado te define mucho, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues ese es un poco mi personal journey para no acercarme, para no alargarme. Pasando, going to the next slide, if you will, please. Mis recomendaciones, siempre les digo que me siento como muy humilde acerca de si recomendaría algo más allá de lo que podemos compartir, de cómo lo hemos hecho, ¿no? Y utilizando la máxima que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra de keep calm and carry on, pues es eso, ¿no? A ver, tranquilos y sigue, ¿no? Me encantaba todo, creo que con Brigitte hubiéramos completado mucho de lo que yo iba a decir, porque, y está muy bien, porque eso quiere decir que coincidimos y que por lo tanto esas coincidencias, estadísticamente hablando, llevan a que estamos en lo cierto, ¿no? Salvo, bueno, salvo evidentemente circunstancias personales, ¿no? Luego también darnos todos cuenta, todo el grupo de personas, todo el mundo, que el feminismo es un regalo para todos, es un regalo para las mujeres, es un regalo para los hombres, porque el feminismo malentendido, que era como yo lo entendía en mis años jóvenes, pero es que el feminismo no puede malentenderse, o sea, querer que si alguien hace un mismo trabajo, obtengan los mismos resultados y la misma compensación, que es para mí un poco el resumen de lo que es el feminismo, no puede molestarle a nadie, no puede, es un regalo para todos, le quita también mucha presión al otro lado, que les han estado criando en este entorno de tú tienes que ser el fuerte, el proveedor, el que no, y en cambio buscar un compañerismo, tanto a nivel personal como a nivel en los colegios, porque miren, quien no apoye estas causas, es que en mi opinión, esta causa de que cuando uno hace un trabajo igual que otro tiene que obtener lo mismo, en mi opinión es alguien que está confundido sus valores. Entonces, por lo tanto, a esa persona, en mi opinión, para construir un mundo mejor no hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que si se le explica a todos y se lleva tu mensaje con calma, sin... no estoy diciendo que sea fácil, no lo estoy diciendo, pero para ninguna de las dos partes. Si se lleva un mensaje esto es lo que buscamos hacer del mundo un mundo mejor, en el que todos tengamos cabida, y sí darte cuenta y sí reconocer los obstáculos, que son muchos y diversos, pero no paralizarte ante los obstáculos, y evidenciarlos, hacerlos evidentes dentro de tu colegio, dentro de tu mundo, dentro de tu grupo, pero no señalar específicamente a alguien, a no ser que sea absolutamente requerido, por supuesto, ¿no? Más bien las conductas, es decir, oye, hay esto y estos son los obstáculos. Yo creo que como todo en la vida, ¿no? En tu mundo personal, en tu mundo profesional, uno hace o demuestra haciendo, no tanto diciendo, ¿no? Entonces, creo que debemos hacernos fuertes en las fortalezas que tenemos como mujeres, porque muchas veces queremos, y evidentemente por las circunstancias, liderar como hombres. Y eso es una equivocación, porque tenemos unas fortalezas muy específicas, hay que aprender fortalezas masculinas que todo el mundo tenemos, pero los dos sexos, pero no olvidarnos de las femeninas, porque las femeninas son súper poderosas. Esta capacidad de ver más el escenario completo, esta capacidad de empatía, esta capacidad de organización, de no olvidar a nadie, de poder sumar fortalezas en lugar de estar siempre, no ser territoriales. Esos son fortalezas femeninas de liderazgo que son espectaculares y hay que traerlas.
sin olvidar otras que a lo mejor tenemos que empezar a aprender, que son esas fortalezas masculinas de no dudar tanto de nosotros, ¿no? Y por eso les vuelvo a decir, ¿no? Lo del Confidence Code. En ese libro, por ejemplo, dice que una mujer no pide, no apuesta por un aumento, por un ascenso en su organización hasta que no cumple todos y cada uno de los requisitos para ese ascenso. Mientras que los hombres, en torno a un 50 o 60%, cuando ya cumplen el 50 o 60%, ellos lo piden, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, dudamos mucho a la hora de tomar una decisión porque tomamos en consideración todas las circunstancias. Eso es bueno porque habla de una seriedad y una responsabilidad, pero a veces demuestra un poco de duda ante el liderazgo, ¿no? Entonces hay que ir buscando esas fortalezas que nos faltan, ¿no? Tenemos que aprender a negociar, ¿no? A tener habilidades de negociación y esta confianza, y a negociar en un entorno que no es en el que no estamos en mayoría, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que aprender cómo está pensando el otro y buscar aliados y mentores, pero no porque estemos en desventaja, sino porque cualquier líder busca aliados, cualquier líder busca un grupo de apoyo. Es decir, los hombres se reúnen, los líderes hombres se reúnen de un grupo de apoyo, no escogen a los que le tiran piedras. Entonces, ¿por qué nosotras creemos que debemos hacerlo todo solas o que si no somos suficientemente, ¿no? Hay que encontrar apoyos y hay que generar esos apoyos para las demás, ¿no? Como decían ustedes antes, Elizabeth y Brigitte, hay que buscar en nuestras colegas quién tiene esas fortalezas y esas posibilidades, ¿no? La siguiente, por favor, ya para terminar. En cuanto a mi consejo, sorry, I said it in Spanish. Thank you. En cuanto a mi consejo para mujeres jóvenes, de nuevo les digo, me cuesta trabajo decir que son consejos, pero creo que es el conceptuarse como líder, sí aunando, sí sumando estas fortalezas femeninas, pero sobre todo partiendo de tu talento como persona y como líder. Hay personas que somos diferentes en el mundo, afortunadamente, y entonces hay algunos que sirven para liderar y hay otros que sirven para muchos otros roles, y no depende si eres mujer o hombre, ¿no? Si tú crees que tienes capacidad de liderazgo con las responsabilidades y que eso conlleva, entonces tienes que prepararte para ese liderazgo. Y esa preparación es disciplina, es constancia, es mucha generosidad, es mucha apertura de mente, porque además a veces los líderes, bueno, pecamos de arrogancia, ¿no? O de orgullo. Hay que estar abierto a oír todas las posibilidades, a saber que el liderazgo siempre es mejor si tu equipo, cada uno de los que están en tu equipo, tiene algo mejor que tú y lo aunas y lo respetas y lo valoras y lo impulsas y le das a cada uno su lugar y eres generoso y tienes empatía. Y cuando digo dignidad, para mí es muy importante la dignidad, ¿no? Brigitte decía algo en francés que me gustó mucho está muy bien, hay que ceder, hay que comprometerse, pero nunca puedes ceder tu dignidad. Lo que tú consideres que es tu dignidad, eso no se puede ceder, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que tener una mente abierta y hay que, un poco en ese sentido, seguir tus convicciones, 3, 4 convicciones, 5 o 6, las que ustedes quieran, y ponerle eso, perseverancia, pasión, autoexigencia. Si estás preparándote para ser líder, es porque sabes que ser líder tiene algo que te gusta, que lo haces bien, pero que también sobre todo tiene unas responsabilidades y unas exigencias mayores, porque si no, no eres líder, ¿no? E incluso si eres un mal líder, es una exigencia mayor, tienes que estar más, ¿no? Tienes que dedicar más tiempo, ¿no? Y bueno, como decía la vicepresidenta de Estados Unidos, asegúrate de no ser la última. Está muy bien que hayas llegado, pero asegúrate de que lleguen las demás. Asegúrate de hacer equipo, ¿no? Por talento, no solo por mujeres, pero sí busca el talento en mujeres, porque juntas somos mejores. En realidad, juntos somos mejores. Muchas gracias.
Well, thank you. Thank you so much, Isabelle, for your presentation and for the slides in English. So I would like to highlight some of what you said, which I consider is important. You said that women should be passionate, perseverant, active, and curious. And I think that these are some of the most fundamental components needed for a successful career and to become a leader, especially in the legal profession. You talked also about not getting paralyzed in the face of obstacles, and this is also very important. And to promote self-confidence, awareness. And this is important, I think, because every time we have this Women Bar Leaders Day, everybody talks about the lack of self-confidence in women. We have to believe in us, and yes, we can. Everybody says, every woman who's in a leadership position says, yes, we can, and we should go forward. And then the last thing you said, and is very important, make sure you are not the last one. Thank you very much for all of these recommendations, and we will take them surely into consideration in our mentoring program and our training sessions. Now we will give the floor to Céline Luzézieux. Céline, elle nous rejoint du Congo. Elle est la bâtonnière de l'Ordre du barreau du Congo central depuis octobre 2022. Et elle est consultante pour le Bureau public des conseils pour les victimes à la Cour pénale internationale, où depuis 2012, elle est également avocate inscrite à la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Chéline est également, elle a une vaste expérience en droit pénal, en droit humanitaire et en droit pénal international, mais aussi une maîtrise parfaite du Code maritime congolais et du droit maritime international. Elle est inscrite à la liste donc, des conseils de la Cour pénale internationale et elle a été désignée lauréate du prix Femmes Leaders à Matadi au Congo et lauréate du prix Kanga Liputa pour les femmes juristes. C'est correct, n'est-ce pas, Chéline? En tout cas, si ce n'est pas exactement ça, oui. Et puis, elle est membre de l'Association des femmes juristes congolaises du Congo central, membre du réseau de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, membre de l'Union internationale des avocats, et on est fiers de vous avoir comme membre parmi nous. Elle est membre du comité des femmes également. Elle est cofondatrice de l'association du barreau auprès de la Cour pénale internationale, du réseau des avocats congolais du numérique et aussi de l'Académie africaine du droit pénal international. Chéline, nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui et la parole est à vous. Merci beaucoup. Je crois que vous m'entendez, hein? Oui, on vous voit parfaitement bien. Oui. Ok, merci beaucoup. En fait, c'est une très belle opportunité qui permet effectivement aux avocates que nous sommes de pouvoir partager de notre expérience. Alors, en ce qui concerne ma vie, mon parcours personnel, ce que je peux dire, c'est que, en fait, je suis née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai été à l'école assez tôt quand même, parce que j'ai eu à faire aussi l'école maternelle. Et après ça, après mes études secondaires, j'ai fait des humanités latines. Après ça, je suis allée à l'université. Mais il faut le dire quand même qu'au départ, je ne rêvais pas de faire le droit, en fait. Je voulais devenir hôtesse de l'air. Avant d'aller à l'université, mon père a quand même accepté de me payer les études d'hôtesse de l'air. Mais après, il m'a dit que ça ne servirait à rien de vouloir faire de ça réellement une carrière parce qu'à un moment donné, par rapport à l'âge, par rapport au développement physique, peut-être que je ne pourrais pas faire de ça réellement un moyen de survie. Finalement, je suis allée à l'université, j'ai fait le droit et pendant que je faisais le droit, je me disais que je deviendrais avocate. Donc, dès les premières années de mes études en droit, je savais déjà ce que je ferais. Et quand j'ai terminé, j'ai dû, comme c'était vraiment ce que je voulais, j'ai dû aller dans une autre province parce que je vivais à Kinshasa, mais à Kinshasa, je ne trouvais pas de patron parce que pour devenir avocat, il fallait nécessairement avoir un cabinet d'attache.
Finalement, j'ai trouvé un avocat, à l'époque, il était bâtonnier, bâtonnier Diambo, paix à son âme, qui m'a dit, je peux te prendre dans mon cabinet si tu veux devenir avocate, mais il faudrait que tu ailles vivre à Matadi, dans une autre province. Mais c'est comme je voulais, c'est ce que je voulais. Je me suis dit, bon, j'y vais aller, je veux m'acclimater. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans cette ville où je suis depuis 2000. Et j'ai commencé en tant qu'avocat stagiaire, comme tous les autres avocats. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, pourquoi? Parce que déjà, nous, en République démocratique du Congo, nous, en tant que femmes, nous subissons beaucoup de discrimination, beaucoup d'épésanteurs. Et quand je suis arrivée au barreau, j'étais la troisième femme. Je n'ai trouvé que 2 femmes avant moi, ce qui fait qu'on nous regardait un peu en chien de faïence. Les gens se disaient, mais des femmes, avocates et tout. Pour la petite histoire, une anecdote, en face de nous, il y avait une grande banque. Hein, et une fois, je traverse la banque, je discute avec des gens, ils me disent, ah, madame le secrétaire et tout. Donc, pour eux, étant donné qu'ils me voyaient dans un cabinet en face, qui est un cabinet d'avocat, je ne pouvais être qu'une secrétaire. Je leur dis non, mais moi, je ne suis pas secrétaire. C'est vrai que je travaille dans ce cabinet-là, mais je suis avocat. Ah, vous êtes avocat? Ah, vous avez une licence en droit? Or, pour être avocat, il faut avoir une licence en droit. Donc, ça veut dire que c'est des choses que nous, quand nous sommes arrivés, nous avons rencontrées. Et nous étions pratiquement les pionnières. J'étais la troisième femme du barreau du Congo central. Nous étions pratiquement les pionnières. Ce qui fait qu'on a dû s'affirmer. On a dû s'affirmer en s'affirmant dans le travail, c'est ce qui a fait que les gens puissent commencer à en croire en nous. C'est-à-dire, quand les hommes devaient lire les plaidoiries 1 ou 2 fois, moi, dans le cabinet, j'étais obligée, je me sentais dans l'obligation de le lire 2 ou 3 ou 4 fois. Parce que je savais que quand je serais devant la barre, c'est tout le monde qui allait se taire pour écouter qu'est-ce que cette dame-là est en train de dire. Donc, c'était vraiment, ils avaient l'impression que j'étais un cheveu dans la soupe. Jusqu'en 2000, quand nous avons commencé, la profession, elle était très masculine. Et même jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai 1647 avocats, mais je n'ai pas 500 femmes. Hein, c'est moins de 500 femmes. Le reste, c'était des hommes. Mais alors, il fallait vraiment s'affirmer et nous avons commencé pour nous affirmer. Déjà, nous nous sommes disciplinés. J'avais vraiment beaucoup de discipline. J'ai lisé beaucoup. J'étais devant le cours des tribunaux en tant que stagiaire. Je me t'ai dit que je ne dois pas rater mon stage. Parce que je me disais que je ferais partie de ces femmes qui seront des modèles pour les jeunes avocates qui viendront après moi. Alors, c'est comme ça que je m'étais vraiment donné avec beaucoup de sérieux, beaucoup de discipline. J'étais au cabinet du matin au soir. Quand je n'étais pas au cabinet, j'étais devant le cours des tribunaux. Je devais apprendre. Pourquoi? Parce que j'étais en train de naviguer à contre-courant. C'était une profession d'homme et les femmes, entre guillemets, elles devaient rester à la maison, même si c'était des femmes qui avaient étudié. Il fallait, entre guillemets, chercher peut-être des professions assez faciles. Mais là, j'étais consciente que j'ai navigué à contre-courant et que j'avais l'obligation de faire beaucoup d'efforts pour arriver à m'affirmer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai continué et puis quelques temps après, je suis devenue avocate devant la Cour pénale internationale, mais en même temps, j'étais la présidente de l'Association des femmes juristes congolaises. C'est une association assez dynamique qui milite pour le droit de la femme et de l'enfant. Et par rapport à cette association-là, nous avons eu, d'ailleurs, en 2008, à participer au concours international des plaidoiries sur le droit de l'homme, parce que c'est une association qui milite pour le droit de l'homme. Quand j'en parle, c'est pour dire que c'est pour dire à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été tracé, mais qu'il faut avoir vraiment il faut croire en soi et mettre beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons. Et j'ai été retenue à l'époque pour aller participer au concours international de plaidoirie. C'était au Mémorial de Caen. C'était un grand concours de plaidoirie. Je suis partie participer à ce concours-là parce que, en tant que présidente de l'Association des femmes juristes congolaises, nous étions tout le temps en train de défendre les femmes et les enfants. Et à l'époque, je me souviens que j'avais parlé des enfants sorciers. Je suis allée devant le Mémorial de Caen pour expliquer ce qu'était la difficulté qu'ils rencontraient. C'est que chez nous, à un moment donné,
on appelait les enfants sorciers, alors que en fait, les enfants n'étaient pas des sorciers, mais c'est quelque chose qui était devenu un peu à la mode pour faire souffrir des enfants. Finalement, j'ai été à la Cour pénale internationale, toujours dans le cadre de challenger. Je me disais, c'est vrai que je suis dans le Congo central, mais nous avons la chance d'avoir Internet, il faut profiter pour essayer de trouver d'autres opportunités qui peuvent faire en sorte que la vision des avocats sur l'avocate puisse effectivement changer, que les avocats puissent comprendre que la femme qui vient au barreau, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour venir juste faire des tours et tout parce que nous avons des diplômes, mais il devait effectivement se rendre compte que la femme est capable de travailler. Elle est capable effectivement d'avoir des dossiers et de faire en sorte de mener son travail d'avocat de défense jusqu'au bout. Parce que vraiment, c'était, nous, quand on a commencé, on nous faisait vraiment sentir par les confrères que nous n'avons pas de place, hein, que ce n'était pas notre place. Alors, c'est comme ça que finalement, je suis allée à la Cour pénale internationale. Et à la Cour pénale internationale, par rapport à un certain casting, si je peux l'appeler comme ça, finalement, je suis entrée dans un dossier par rapport aux victimes de l'Uturi. Il y a eu un dossier contre Bosco Taganda, le procureur contre Bosco Taganda. Et dans ce dossier-là, je représente jusqu'à ce jour d'ailleurs les victimes des atrocités, des faits qui s'étaient passés en Uturi entre 2002 et 2003. Alors, toujours dans ce sens-là de vouloir m'affirmer en tant que femme parce que, comme je vous ai dit au début, nous évoluons dans un environnement où il y a des pesanteurs par rapport au travail de la femme. Finalement, je me suis aussi inscrite comme conseil à la Cour africaine de droits de l'homme parce qu'en fait, la défense, la défense des droits, c'est une passion en fait. Moi, je peux dire, en dehors du fait que je suis allée faire des études d'hôtesse de l'air. Je n'ai pas fait un autre métier depuis que je suis avocate. Donc, depuis 2000, je ne connais pas un autre métier. J'ai même dit ça pendant la campagne que le barreau, je peux me dire que le barreau m'a tout donné. Mais il faut être discipliné. J'étais vraiment disciplinée. J'avais ce désir de comprendre, ce désir d'apprendre. Et chaque jour, je lisais, chaque jour, j'apprenais. Alors, c'est comme ça que finalement, j'ai été pour la première fois membre du Conseil de l'Ordre. J'ai été la première, depuis que notre barreau avait commencé, être la première femme membre du Conseil de l'Ordre. J'ai eu aussi un deuxième mandat comme membre du Conseil de l'Ordre, un troisième mandat. Et après ce troisième mandat, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi je ne deviendrai pas bâtonnier? Alors, c'était une vision et la vision a pris forme. J'ai discuté avec des gens parce que ce qui est bien dans cette histoire, dans cet environnement-là où la femme, cet environnement-là qui pense que la femme doit rester à la maison, même si elle a étudié, il y a quand même des hommes aujourd'hui que nous appelons des hommes genrés, des hommes qui comprennent que sous la robe, il n'y a pas de sexe. Hein. Nous, c'est ce qu'on nous disait. Moi, quand je suis devenue avocate, mon maître de stage me l'avait dit, sous la robe, il n'y a pas de sexe. Donc, il faut travailler comme tout le monde, il faut fournir des efforts et tout, et c'est bâtir sa propre réputation. Je me suis dit, pourquoi je ne vais pas devenir avocate, bâtonnier? Effectivement, par rapport à ça, j'ai quand même connu des difficultés. J'ai connu beaucoup de résistances parce que je pense que certains pensaient qu'une femme ne peut pas diriger les hommes au regard de l'environnement, au regard de notre culture. Une femme ne peut pas diriger les hommes, en tout cas par rapport à la campagne, mais j'avais quand même dans mon équipe beaucoup d'hommes. Et par rapport à la campagne, il faut le dire quand même que la démocratie a sa dose d'intolérance. J'ai vraiment connu ce qu'on appelle de l'intolérance, mais je connaissais mon objectif. Je me disais que je ne vais pas entrer dans la distraction et que je vais rester focus sur mon programme. Parce que nous, quand vous êtes candidat bâtonnier, vous devez présenter un programme. Alors, je me disais que j'avais déjà un petit noyau qui avait cru en moi et que je me disais que le travail peut être fait. Alors, pendant la campagne, étant donné qu'il y avait j'avais deux autres, on était trois candidats, les deux autres, c'était des hommes, mais j'ai été la seule en fait, hein, j'ai été la seule à connaître des attaques personnelles sur ma vie privée. C'est une femme qui n'est pas mariée, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir le fait d'être mariée, célibataire, l'important c'est de trouver un équilibre.
arriver à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et sa vie privée, sa vie de famille. Mais pour nous, ici, en République démocratique du Congo, vraiment, cette histoire des pesanteurs, la culture, les gens pensaient que non, une femme ne peut pas diriger les autres. Les hommes, ils pensaient que c'était une genre d'humiliation. Mais il y avait quand même des hommes qui pensaient qu'on devait regarder compétences, capacités. Et finalement, j'ai pu remporter les élections parce que j'étais restée focus. Je me disais que tout ce qui ne cadrait pas avec le barreau, je ne vais pas y répondre et je n'ai répondu à aucune attaque. C'est pour dire que psychologiquement, il fallait se préparer. Et la première bataille, je me disais que c'était sur le plan mental. Je devais vraiment me préparer mentalement parce que je devais savoir que au devant de moi, il y aurait comme on appelle, des armes non conventionnelles. J'ai rencontré des armes non conventionnelles, mais je n'ai pas fait attention à ça. Je suis restée focus parce que je me disais, ça sera très important que nous puissions avoir une femme bâtonnier et pour le présent et pour les futurs. Et aussi par rapport à notre barreau dans l'ensemble, parce qu'en République démocratique du Congo, je suis la deuxième femme bâtonnier. C'est la deuxième femme comme bâtonnier. La première, elle a fini son mandat, elle était à Lubumbashi. Donc, je sais que nous évoluons dans un milieu professionnel où les gens pensent qu'il n'est pas encore temps pour la femme d'être bâtonnier. Finalement, j'ai travaillé mon programme, j'ai travaillé durement, je n'ai rien laissé au hasard. Je me disais que je devais mettre toutes les chances de mon côté, n'ai rien négligé. Et au final, j'ai été élue bâtonnier. Et quand j'ai été élue bâtonnier, par rapport à mon programme, j'ai fait de mon mieux. Parce que là, ils se disent, bon, oui, elle a été élue, maintenant, comment ça va se passer par rapport au programme? J'essaie de rester fidèle au programme parce que le programme, c'est pratiquement mon miroir, et je serai cotée par rapport à ça. Alors, j'ai déjà parlé pratiquement en ce qui concerne des défis, de ce que j'ai rencontré au début de ma carrière. Mais moi, par rapport à ça, les défis m'ont formé. Les défis, je me dis, l'homme se mesure devant l'obstacle. Les défis m'ont formé. J'ai dû travailler doublement. Scientifiquement, je me suis davantage aguerrie parce que j'étais tout le temps en train de lire et jusqu'à aujourd'hui, je continue à lire. Et en plus de ça, je suis arrivée quand même d'une certaine manière à m'imposer scientifiquement parce que je me disais, ce sont des hommes avec lesquels on a étudié, ils sont des hommes comme nous, quand il y a des plaidoiries, il faut y aller. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois qu'il y a des plaidoiries, il faut que ce soit les hommes qui prennent la parole, les hommes du cabinet. Et scientifiquement, je me suis imposée parce que c'est aussi parmi les faiblesses que nous rencontrons aujourd'hui en ce qui concerne les femmes. Vous allez voir que la plupart des temps, les jeunes avocates qui viennent, je ne sais pas si c'est un problème de complexe, mais vous allez vous rendre compte qu'ils sont là juste pour des renvois, des remises, mais quand il s'agit de prendre la parole, la plaidoirie, ils ne sont pas là. Alors quelles sont des compétences? Tout ça, c'est aussi, en ce qui nous concerne en République démocratique du Congo, c'est aussi c'est le poids des pesanteurs de tout ce que nous avons connu dans l'éducation, que la femme, elle doit se taire, la femme n'a pas sa place, la femme, elle doit toujours être derrière l'homme, alors que ce n'est pas ça. Nous, ce que nous voulons, c'est juste l'égalité des chances. Alors, j'ai aussi rencontré un autre défi, c'était lorsque j'ai eu mon fils. La maternité, c'est un défi aussi. La maternité, en ce qui concerne la profession libérale, la femme avocate, c'est un défi. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai dû trouver quelqu'un à temps plein pour garder mon bébé parce que je devais l'élever, je devais faire en sorte de trouver de l'argent pour qu'il mange, pour sa survie. Et j'ai dû trouver quelqu'un. 3 ou 4 mois après, j'ai repris le travail. Je n'avais pas le choix. Mais je me disais, bon, il faut quand même que je trouve un équilibre entre la carrière et la maternité. Mais il faut le dire que la maternité est un véritable frein, est un véritable défi, je peux même dire un frein, parce que je constate dans mon barreau, par exemple, il y a beaucoup d'avocates, dès qu'elles se marient, elles ont des enfants, c'est fini. On ne le retrouve plus. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas une personne de confiance qui peut garder des enfants. Surtout que chez nous, ici, on n'a pas de crèche où vous pouvez aller laisser un bébé de 9 mois, d'une année, tout ça. Donc, c'est ce genre de défi que moi aussi j'ai rencontré quand j'ai eu
mon enfant. Mais par rapport au bâtonnat, ça a permis quand même de briser les plafonds des verres. Les plafonds des verres parce qu'aujourd'hui, je me disais, je suis quand même une femme assez dynamique. Il y a une avocate qui me disait, à l'époque, je n'étais pas encore bâtonnier, Maître Chérine, vous êtes très, très dynamique. On sait que même sur le plan scientifique, vous vous battez. Alors, si vous vous ratez, si déjà vous n'arrivez pas à remporter ces élections, c'est fini pour toutes les avocates parce que les gens vont commencer à dire, même Maître Chérine n'a pas pu, elle qui est assez dynamique et vous autres. Et alors, tout ça pour moi, c'était des choses qui me permettaient de mettre vraiment beaucoup de sérieux dans ce que je faisais pour devenir bâtonnier. En termes de recommandations, si je peux parler des recommandations, je pense que pour faire en sorte, pour promouvoir le rôle de la femme avocate, il faut que les femmes créent des cabinets. Les femmes créent des cabinets parce que nous, en tant que femmes, je me dis, en tant que femme avocate, nous devons être solidaires. Moi, j'ai un cabinet. J'ai commencé effectivement en tant qu'avocat stagiaire dans le cabinet d'un patron, mais quelques années après, j'ai créé mon cabinet. Aujourd'hui, j'ai un cabinet propre à moi, mais j'ai 8 collaborateurs et j'ai 6 femmes. Donc, avec moi, ça fait 7 femmes. Nous sommes 7 femmes pour 2 hommes. Je me dis, je prends des femmes parce que dans beaucoup d'autres cabinets, on refuse de prendre des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais après-demain, elle va se marier, elle va tomber enceinte, les hommes sont dans ça. Je me dis que nous-mêmes aussi, en tant que femmes, quand nous ouvrons nos propres cabinets, prenons les femmes. Parce qu'entre nous avons la facilité de nous comprendre, de comprendre nos défis, de comprendre nos difficultés que nous rencontrons dans cette carrière, profession, maternité, femme au foyer. Mais je pense que c'est aussi important que nous puissions mettre ensemble, créer des groupes où nous discutons sur les défis de la profession, les difficultés que les femmes rencontrent. En fait, dans mon barreau, aujourd'hui, il y a une commission qu'on appelle la commission genre, et cette commission-là s'occupe des avocates. C'est vrai que il n'y a pas de sexe sous la robe, mais nous savons que nous, en tant que femmes, nous avons nos spécificités qui peuvent devenir des réels pesanteurs et qui peuvent faire en sorte que la femme avocate a du mal à progresser dans sa profession. Alors, nous avons créé un groupe par rapport à cette commission de genre où de temps en temps, nous nous mettons ensemble et en tant que femmes, nous réfléchissons pour essayer de trouver des solutions à cette pesanteur, quoi. C'est des solutions qui vont nous aider, nous, en tant que femmes avocates, à pouvoir aller de l'avant malgré le fait que nous avons nos propres difficultés, nos propres spécificités liées au fait que nous sommes des femmes. Il est aussi bon que nous puissions avoir aussi des modèles en termes de recommandations, des modèles, des femmes avocates qui sont capables de briser vraiment réellement les silences et des femmes avocates qui font en sorte que des modèles, quand les autres arrivent dans la profession, qu'elles puissent se dire qu'il y en a avant nous qui ont osé. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons oser. Nous pouvons oser. Aujourd'hui, moi, je vois les femmes avocates, je leur dis, hein, les jeunes qui arrivent, je leur dis, quand elles prêtent serment, je m'arrange pour citer le nom d'une femme, d'une avocate qui est là, une jeune avocate, j'ai dit, dans 20, 25 ans, tu pourras être bâtonnier. Hein. Et puis, en ce moment-là, il n'y a personne qui peut bouder. Pourquoi? Parce que moi, je suis bâtonnier, donc il y a déjà un modèle. Alors, en ce qui concerne des conseils aux jeunes avocates qui arrivent, les jeunes qui arrivent, ils doivent se créer une certaine personnalité. Une certaine personnalité par rapport à elles-mêmes, une estime de soi. Il faut vraiment que les avocates puissent avoir confiance en elles-mêmes, savoir que nous avions été à l'université, les confrères qui sont devant nous, les hommes, c'est des personnes avec lesquelles nous avons reçu les mêmes cours, nous avons passé les mêmes examens, et alors on ne voit pas pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réussir en tant qu'avocates. Estime de soi, elles doivent cultiver ça, c'est créer une personnalité et puis elles doivent savoir prendre les risques. Aujourd'hui, le monde est devenu pratiquement un village planétaire, il y a l'Internet, elles doivent être dans la recherche, savoir saisir des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour des jeunes. Les opportunités des mentorats, il y en a, saisir des opportunités par rapport à ça. Elles doivent aussi apprendre. Vouloir aussi apprendre, se donner le temps. Parce que quand on arrive en tant que jeune, l'avocat, c'est sa réputation. On vous met dans un cabinet, profitez-en
pour vous bâtir votre propre réputation. Parce que si vous ratez votre réputation et que vous n'avez pas une très bonne réputation professionnelle, les gens vont dire que vous n'êtes pas une bonne avocate sur le plan scientifique, vous n'aurez pas de clients et vous allez vous rendre compte que le barreau, ce n'est pas que pour moi. Alors que c'est le barreau, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas plus intéressant que le barreau. Parce que chaque casus, chaque cas est un casus différent de l'autre. Donc, chaque dossier a ses spécificités. C'est un travail intéressant. C'est un travail intéressant. Et puis, à un moment donné, vous pouvez... il y a une certaine liberté. L'avocat, vous travaillez dans une certaine indépendance, il y a une certaine liberté, mais il suffit de vous discipliner et avoir de la patience. Les jeunes qui arrivent, la profession, il faut, quand vous arrivez, c'est pour apprendre. Les finances, c'est vrai qu'on a besoin des finances, mais ce n'est pas aujourd'hui que vous serez des grands avocats capables de faire de grosses notes d'honoraires. Nous avons tous commencé par les dossiers du cabinet, les petits dossiers, et petit à petit, vous commencez à vous faire un nom, vous vous bâtissez votre réputation, et plus la réputation devient importante, plus les honoraires vont suivre. Vous aurez beaucoup de clients et par rapport à ça. Mais ne pas arriver directement dans la profession et commencer à penser que vous devez nécessairement rouler dans une grosse voiture. Non, il faut que les jeunes qui arrivent, les jeunes avocates, puissent croire en elles-mêmes. Et aussi, elles doivent aussi avoir l'humilité d'aller vers, de poser des questions aux aînés. Les aînés ont déjà tracé un chemin. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'elles ont rencontré telle ou telle difficulté? Et par rapport à ces obstacles, par rapport à ces défis, comment est-ce qu'elles ont fait pour être en mesure de passer tous ces obstacles-là et continuer à demeurer dans la profession? Moi, je l'ai dit, ça fait 23 ans que je suis avocate. Je suis là. J'ai commencé comme jeune avocate, j'ai trimé aussi en tant qu'avocat stagiaire, ce n'était pas facile, mais j'ai tenu bon. Il faut aimer la profession. Il faut aimer parce que dans cette profession, il y a toujours une petite partie d'apostolat. Il y a toujours de l'apostolat dans cette profession. Donc, ce n'est pas toujours... en fait, on ne vient pas d'abord pour de l'argent. On vient d'abord par amour. C'est un appel, en fait. C'est un apostolat, comme je le... c'est un sacerdoce, en fait, le barreau. La défense, cet amour de vouloir défendre les autres, c'est un sacerdoce. Alors, il faut être discipliné, beaucoup apprendre, être devant le cours des tribunaux, aller devant les aînés, poser des questions quand vous avez des difficultés et aussi toujours se retrouver dans des groupes où on discute profession, difficultés de la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chéline. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon que vous nous avez donné tant sur votre carrière que sur la situation de la femme avocate au Congo. Et je retiens de ce que vous avez dit surtout que la femme doit s'affirmer dans le travail pour s'imposer et qu'elle doit avoir confiance en elle-même. C'est ce qu'on répète à chaque fois, qu'il faut changer la vision sur la femme avocate, notamment auprès des avocats, et surtout faire face à un préjugé, à une idée préconçue qui dit qu'une femme ne peut pas diriger des hommes. Et là, je reviendrai tout à l'heure à la fin des interventions à Birgit pour lui demander comment c'était quand elle était présidente d'une société anonyme d'avocats, donc il a dû y avoir beaucoup d'avocats hommes, comment les choses se sont passées quand c'est une femme qui dirige un grand nombre d'avocats. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience et que vous pouvez partager avec nous? Et puis également l'équilibre entre la vie de famille et le travail qui demeure également un défi à relever. Beaucoup de femmes avocates ont pu relever ce défi et ont bien réussi à établir un bon équilibre entre la vie de famille et le travail. Et d'ailleurs, nous allons maintenant, avec notre prochaine oratrice, la bâtonnière Christine Maz, en parler. Là, je passe donc à mettre à la bâtonnière Christine Maz, qui est bâtonnière de Bordeaux, en France, qui est membre de l'Association des avocats pénalistes de France et qui est complètement impliquée dans la défense pénale. Elle dira « Je tiens à défendre tout le monde et toutes les idées ». Pour elle, l'accès au droit est essentiel, notamment quand cela concerne les femmes et les enfants victimes de violences. Et l'un de ses objectifs primordiaux est de développer la connaissance que l'avocat et l'avocate sont les garants des droits. Elle dira aussi « Nous sommes là pour les victimes, au plus près des victimes ». Christine Maz se décrit elle-même comme une bâtonnière pragmatique. Et dès le début de son mandat, elle a souhaité que le barreau soit pragmatique et moderne et a constamment rappelé qu'il était crucial de se réinventer afin d'être au plus près des justiciables et des collègues qui œuvrent dans l'intérêt des libertés. Et
dès le début de son mandat, elle avait le souci d'aider les femmes avocates à conjuguer la vie de famille et la profession. Et c'est pourquoi elle avait annoncé qu'elle allait créer une crèche, donc a nursery for children. Donc, une crèche permettant aux avocats de faire face aux difficultés du quotidien. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et pour avoir créé cette crèche dont elle va nous parler, j'en suis sûre, Christine vous donnait l'exemple. Et c'est là le rôle des femmes leaders des barreaux et des bâtonniers. Alors, la parole est à vous. Vous êtes sous silence. Vous êtes toujours, vous devez activer votre micro. Le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Merci, vous êtes tellement inspirantes, mesdames. Je vous trouve merveilleuses et je trouve quelque chose que les hommes n'ont pas lorsqu'on nous écoute. C'est la liberté de ton, la façon que nous avons d'appréhender concrètement les problèmes que nous rencontrons. Et je suis ravie que les femmes soient des leaders et je milite pour que les femmes montent aux fonctions parce que, Chérine, lorsque je vous entends tout à l'heure, il faut savoir que mon barreau, qui a 2040 avocats aujourd'hui, est composé de 65% de femmes. Et pour autant, je ne suis que la deuxième bâtonnière du barreau de Bordeaux. Ça veut dire que, tout de même, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'alors même que la profession est féminisée, que les femmes ne viennent pas aux fonctions, ou très peu viennent. Chérine, vous êtes aussi la deuxième. Et ô combien la force que vous avez dû avoir il nous faut plus de force, on va dire, que les hommes lorsqu'on va aux fonctions. Et ça demande plus d'engagement aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que les femmes ont une façon de présenter les défis avec plus de naturel, plus de pragmatisme, plus de tolérance aussi et plus de force. Et c'est comme ça qu'on aboutit. Et je vais vous dire quelque chose, hein. J'ai créé la crèche du barreau de Bordeaux. J'ai vécu, mais des combats comme si ce que je portais au plus profond de moi, à savoir deux choses, la non-discrimination et aussi le défi de la parentalité dans nos professions difficiles, libérales, où on doit travailler énormément. Et j'ai compris le combat que nous devons, femmes, nous porter. Je suis convaincue que ce n'était pas un bâtonnier qui l'aurait porté. Alors, sans doute que bien les bâtonniers le porteront. En tous les cas, les bâtonniers de France sont très intéressés sur ce que je fais. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, ça fait un buzz, objectivement, et que ce qu'on est en train de créer au barreau de Bordeaux, les bâtonniers se rendent compte que les femmes en ont besoin et se disent que peut-être que ce qu'on a fait n'était pas tout à fait idiot. Vous auriez vu ce que j'ai subi comme observation sexiste, comme observation disant vous vous occupez de quoi et pourquoi pas d'un EHPAD aussi. C'était horrible. Mais j'y suis arrivée. Je suis extrêmement tenace quand je crois à un projet. Je l'ai monté avec beaucoup de profondeur. J'ai rencontré une professionnelle de la petite enfance. J'ai travaillé, j'ai fait un sondage dans mon barreau pour savoir s'il y avait des besoins. Il y a 80 naissances par an depuis 3 ans dans mon barreau. Il y a des jeunes femmes qui arrêtent la profession d'avocat parce qu'elles ne trouvent pas à faire garder leurs enfants. Il y a des femmes qui ne font pas certaines matières, notamment du pénal, parce que ça leur impose un panel de temps qui ne peut pas être compatible avec une vie de famille. Vous l'avez connu si vous êtes des mamans. On a quand même un sacré défi devant nous lorsqu'on doit être avocat, lorsqu'on est peut-être bâtonnier. Et d'ailleurs, les bâtonniers chez nous à Bordeaux, en 560 ans, je suis simplement la deuxième bâtonnière parce qu'il n'y avait pas de femmes aux fonctions,
Parce qu'évidemment, ça demande un tel investissement que lorsque vous avez des enfants et qu'il y a des problèmes de garde, eh bien évidemment, ça pose quand même des difficultés. Le journal Le Monde, dans un article d'avant-hier, évoque l'impossibilité de faire garder ses enfants dans des structures privées, avec énormément de places qui manquent, avec un déficit absolu pour pouvoir permettre à ce que je dis, moi, comme un défi de la parentalité dans les professions de bâtonnier, d'avocat. Et c'est vraiment ce sur quoi je me suis engagée. Et tout à l'heure, Chérine parlait de la maternité parce que, évidemment, j'ai relié la maternité au projet de crèche et la crèche au projet de maternité, puisque nous savons que en France, dans le cadre des chiffres que nous avons, 85,5% des avocates estiment que la maternité demeure un frein à leur carrière professionnelle. 85% et demi. C'est une étude d'Alloz, hein, une étude très sérieuse, alors que sur le plan, je dirais, sur le plan global et national, on est plutôt sur un chiffre de 35% et non pas 85,5. Donc vraiment, on a vraiment à faire et à traiter de cette question. Alors, j'ai traité de la cellule de la non-discrimination aussi, puisque j'ai créé une cellule au sein de mon barreau. Et je vais présenter au mois d'octobre quelque chose qui peut vous intéresser d'ailleurs. J'ai voulu qu'on représente ce que c'est une scène de discrimination lorsqu'une jeune femme dans un cabinet indique qu'elle est enceinte. Et j'ai préparé une vidéo. Alors, je suis désolée, Elisabeth, parce que j'aurais pu vous la produire, mais je l'ai eu que hier entre les mains. Mais je pourrais évidemment en faire part, même si dans le congrès de l'Union internationale des avocats, on en parle parce que je veux montrer cette vidéo. C'est une jeune femme qui est avocate, elle arrive dans son cabinet et elle dit à son patron, à son collaborant, je suis enceinte. Et là, tout de suite, branle-bas de combat. C'est une situation que j'ai voulu objectiver pour la montrer à tous mes avocats dans le cadre de ce que nous avons aujourd'hui lancé en France, la lutte contre la discrimination. Mais au lieu d'annoncer ça de manière verbale, avec souvent, comment dire, on se donne bonne conscience en faisant ça. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin et j'ai voulu mettre face à la réalité les avocats, les avocates, pour vraiment dénoncer ça et qu'on arrête avec ça. Il faut que l'enfant soit une joie. Il faut que l'enfant soit aussi porteur d'équilibre. Un avocat heureux, c'est un avocat qui travaille bien. Une avocate heureuse qui rentre le soir épanouie et pas à des heures impossibles, c'est aussi une capacité de donner le meilleur de soi-même. Moi, j'étais enceinte. Mon associé, je lui ai annoncé que ma grossesse alors que j'étais à 7 mois de grossesse. Donc, complètement énorme. Et il me dit, oh mon Dieu, vous n'êtes pas enceinte quand même, Christine. Et je ne l'avais même pas annoncé à mon associé. C'est pour dire qu'il faut vraiment qu'on travaille encore et encore et encore sur ces représentations et sur cette notion que nous ne devons pas subir ces représentations qui sont aussi des représentations liées à, à une ambiance qui est assez encore incroyable dans les mentalités. Hein. La femme qui n'arrive pas d'ailleurs à des postes, on le voit très bien dans les grandes entreprises parce que la maternité empêche d'avoir la même rémunération à poste équivalent avec un homme. On a vraiment des gros sujets encore qui sont ceux sur lesquels nous devons impérativement traiter de ces questions pour que nos filles, nos jeunes consoeurs puissent vivre mieux et différemment, vraiment. Et ça veut dire aussi toucher les mentalités de nos confrères. Je suis avec un vice-bâtonnier. Ce vice-bâtonnier, c'est lui qui porte avec moi tous ces combats très féminins, c'est-à-dire qu'on est en double voix.
Mon vice-bâtonnier, il a 4 enfants. Et lui, on lui a jamais dit que c'était un problème dans le cadre de son activité. Jamais, jamais, jamais. Mais moi qui étais enceinte, avocate pénaliste, on m'en a fait toute une histoire. Donc, je dois dire que c'est très intéressant de le mener comme ça avec un homme à ses côtés. Il faut que nos confrères viennent porter le combat de la grossesse, de la maternité, de la prise en compte de nos petits, de nos enfants, parce que c'est quelque chose qui se partage, parce que nous ne sommes pas seuls à faire des enfants, parce que nous ne pouvons pas répondre toutes seules aux difficultés que nous rencontrons. Alors, je tiens à vous dire que cette crèche, cette micro-crèche, je vais vous montrer je ne sais pas si vous voyez, ma petite micro-crèche du barreau de Bordeaux. Alors, on écrit, on sensibilise, on fait des réunions avec les mamans. J'ai reçu des lettres de consoeurs qui vous arrachent les larmes, tellement on a l'impression qu'on répond à un service absolu qu'elles n'avaient pas et qu'elles ne pouvaient même pas imaginer. Parce que non seulement dans nos métiers, c'est difficile la grossesse, mais un mari avocat et une jeune femme avocate qui a des enfants, ben, c'est lui qui va faire sa carrière. C'est pas elle, puisque elle va continuer à garder les enfants, sauf exception, bien évidemment, lorsqu'on a des couples qui entrevoient la coparentalité. La coparentalité. Donc ça, c'est aussi des notions très intéressantes sur lesquelles il faut travailler. Il n'y a pas que la femme qui doit être à la maison pour garder l'enfant. Le papa avocat peut lui aussi garder les enfants. Alors, je suis très militante, on va dire, sur ces sujets. Je vais créer aussi une salle de recueil de... Je veux que, en France, il y a des pratiques aussi où les femmes allaitent beaucoup les bébés, mais je sais qu'en Afrique aussi, hein, Chérine, hein, et elles ne peuvent pas allaiter les bébés avec le rythme de travail aussi difficile qu'elles ont. Et je vais créer une salle d'allaitement pour permettre à mes consoeurs d'allaiter aussi les bébés, de recueillir leur lait et de pouvoir aussi essayer de régler aussi ce problème-là, qui est un problème lorsqu'on a des horaires comme ça, qui sont aussi importants. En tous les cas, je peux vous dire, mesdames, que mon barreau est bien secoué par cette histoire de crèche, que je suis très heureuse de porter ce sujet parce qu'au-delà d'un outil concret mis à disposition de mes avocats, de mes avocates et de mes avocats, c'est un sujet majeur d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, de non-discrimination liée à la maternité, Chérine, et puis aussi de prendre en compte véritablement la place de la femme au sein de ce magnifique barreau que j'ai l'honneur de présider, et la place de la femme dans le monde professionnel, dans sa globalité. Donc voilà mon aventure bordelaise, mais que je partage avec vous avec beaucoup de bonheur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette nouveauté que vous avez implantée chez vous dans votre barreau. Et donc, vous donnez l'exemple. Et puisque vous dites que tout le monde en parle et que ça va changer, ça va aider à changer, n'est-ce pas? Et permettre l'implication davantage des femmes dans la profession et qu'elles ne soient pas acculées à interrompre leur carrière justement parce qu'elles doivent faire un choix entre la vie de famille, la parentalité et la profession. Cela est très important. Et d'ailleurs, je relève que pour vous, le défi de la parentalité existe toujours dans les professions libérales et surtout la profession d'avocat. Et pour vous, promouvoir la coparentalité entre les avocats et les avocates, c'est un autre défi que vous voulez relever et vous avez commencé à y travailler. Vous avez parlé également de la lutte contre la discrimination et de changer les mentalités. Et en fait, dans le livre blanc que nous avons publié avec LexisNexis sur les violences de toutes sortes faites aux femmes, nous considérons que la discrimination dans les lieux de travail est un genre de violence qui est parfois déguisée, qui est sous-jacente, qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et donc, nous travaillons dans notre comité des femmes à
renforcer les compétences des femmes, surtout avocates, mais aussi de toutes les femmes, pour pouvoir faire face à ces défis qu'elles rencontrent dans leur profession et accéder à des postes de leadership comme vous l'avez fait vous-même, mesdames, nos 4 femmes qui nous inspirent aujourd'hui et qui ont partagé avec nous leur expérience. Mais je ne sais pas si on a des questions, sinon, voilà, il y a des questions. Mais avant, je voudrais que Birgit nous parle de son expérience quand vous êtes toujours présidente de cette société anonyme d'avocats. Non, je suis toujours. Avant que je réponde, j'ai trouvé vos interventions, mes chers consoeurs, absolument géniales parce qu'on a tout couvert. Et je pense qu'on a tout couvert dans l'idée d'être en même temps extrêmement professionnel, extrêmement humaniste, extrêmement mère, extrêmement femme, extrêmement professionnelle, extrêmement. Je veux dire, et je pense que c'est ça qui nous unit et c'est ça qui va faire que on va tout y arriver, on va tous y arriver. C'est que on est profondément humain et puis c'est la part de notre humanité. Si on arrive à la démontrer, si on arrive à la vivre, si on arrive à simplement dire on peut être tout ça, on peut être président d'un barreau, présidente d'un barreau avec des enfants, avec peut-être un handicap, avec etc., etc. Parce que là on a touché la normalité, mais il y a encore tout le reste hein, qui va avec, qui sont d'autres défis qu'on doit relever. Et c'est ça qui fait qu'on est représentatif d'un groupe de gens, d'une profession, et de cette profession extrêmement importante. Je pense qu'on a tous parlé de la nécessité d'être les garants de l'accès aux droits, etc. C'est vraiment un grand merci pour ce partage parce que je le trouve très riche dans tout ce qui l'englobe en fait. Et on parle aussi de nos faiblesses, je pense. Et plus on peut parler de nos faiblesses, plus on sera fort, tous ensemble. Et donc, bref, tout ça pour dire, non, je suis plus présidente du conseil d'administration parce que chez nous, ça tourne. On a décidé de faire un conseil d'administration dans mon étude qui est un conseil d'administration composé de 3 personnes et non pas tous les associés de l'étude. Aujourd'hui, c'est une autre femme qui est présidente du conseil d'administration, Stéphanie Odara, qui fait ça depuis plusieurs années extrêmement bien. Et puis, ce qui est très drôle aussi, c'est que Stéphanie Odara, qui est notre associée en droit bancaire et financier, elle travaille 80% avec 3 enfants. Et donc, je suis d'ailleurs la seule femme associée dans notre étude qui travaille 100%, avec aussi 2 enfants, mais qui sont aujourd'hui adultes, grands bien évidemment, beaucoup plus âgés. Ce que je veux dire, c'est que ça a été un changement, et vous avez posé la question de savoir est-ce que ça a été bien perçu, mal perçu, etc. Dans mon étude, ça a été extrêmement bien perçu, ça n'a posé aucun problème parce qu'on est extrêmement égalitaire, parce qu'on n'a aucun souci de représentation, on n'a aucun souci notamment de maternité, c'est-à-dire que la femme dont je viens de vous parler, lorsqu'elle a voulu devenir associée, elle est venue un jour en nous disant, je ne peux pas m'associer avec vous parce que finalement, avec mon mari, on a décidé qu'on voulait un 3e enfant, et nous, on l'a regardé en disant, mais quel est le problème? Et elle nous a dit, mais c'est pas possible, vous allez accepter ça. Mais j'ai dit, quel est le problème? Il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Et j'aime beaucoup la solution de la crèche. On a essayé de faire ça aussi à Genève au Conseil de l'Ordre des avocats. Mais c'est exactement ça, c'est être pragmatique. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est avocat qu'on n'est pas mère, on n'est pas avec des problématiques. Vous l'avez touché aussi tout à l'heure, Christine, des problématiques avec nos aînés. Qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés? On s'en occupe pas, on n'est plus personne proche aidant, on appelle ça comme ça en Suisse. Vous devez aider vos parents. On peut pas le faire parce qu'on est avocat. Mais mon Dieu, quelle horreur. Donc, bravo à toutes. Et puis, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, c'est extrêmement stimulant. Peut-être juste encore une chose. Je suis aussi la 2e femme présidente de la Fédération suisse des avocats en 125 ans d'histoire. Et j'ai adoré, Isabelle, ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir, not, be sure not to be the last one.
Je veux dire, c'est vraiment notre rôle aussi de faire en sorte qu'il y en a d'autres qui viennent, qu'on les intègre, qu'on les fasse vivre, et puis qu'elles amènent leur part de féminité, leur part d'humanisme, leur part de professionnalisme, etc. dans notre profession. Merci beaucoup, Birgit. Et c'est ce que vous nous apportez dans ces webinaires que nous organisons à l'occasion de la journée des familles de Desbarreaux auprès de nos jeunes collègues qui sont en train de suivre ce webinaire avec nous. Et là, j'ai un commentaire qui rejoint ce que vous avez dit. Je crois qu'elle est avocate également et qui dit quelle est la peur sous-jacente qui vient nourrir ces réflexions discriminantes autour de la maternité? Est-ce le fait de ne pas pouvoir faire face au dossier pendant le congé? Comprendre le pourquoi me semble fondamental pour les lier vers du changement constructif. Est-ce que c'est le cas? C'est la peur de ne pas pouvoir gérer les dossiers quand une femme devient mère ou bien quand elle est enceinte ou des choses comme ça. Qui voudrait répondre à la question? Je pense que c'est plus global. C'est qu'on ne peut pas traiter la question des femmes dans une aussi belle profession que la nôtre sans s'intéresser à ce qu'est une femme. Une femme, c'est potentiellement une mère ou pas, d'ailleurs. C'est potentiellement une grand-mère aussi qui va chercher ses petits-enfants. Voilà. Je suis complètement consternée de ne pas pouvoir nourrir la femme dans sa globalité. Et ce que dit Birgit est très juste. On se retrouve dans tous les aspects de la femme. Euh, et je pense à l'handicap aussi. Il y a des consoeurs qui ont des enfants qui ont des handicaps ou qui sont aujourd'hui, et ça serait plus le cas de s'occuper de leurs aînés, de leurs parents, vieux parents, à pouvoir aussi s'occuper d'eux, etc. Il faut qu'on puisse vraiment, nous, prendre la dimension de ce que c'est que la vie humaine, tout simplement. Je pense à ça. Et je pense aussi autre chose, c'est que les ordres professionnels, c'est-à-dire ceux où nous sommes, alors soit c'est une PDG d'une société, soit c'est actionnaire d'un grand groupe, mais des femmes à la tête d'une organisation, d'une institution, se doit aujourd'hui de travailler sur l'entièreté de la femme. Voilà. C'est pas, et c'est vrai que le fait de pouvoir faire garder son enfant en travaillant sur des horaires. Quand une femme arrive le soir, va s'occuper de son petit bébé, elle se remet souvent au travail après, on le voit. Et c'est heureux de pouvoir avoir ce temps qui est un temps précieux avec un enfant ou avec une sollicitation. Je travaille aussi, je le dis, sur tout ce qui est handicap et handicap invisible. J'ai une consoeur qui est épileptique. Il faut aussi trouver des capacités aussi à faire comprendre dans l'entreprise, on va dire, ou dans le barreau, la difficulté. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas se leurrer et je crois qu'il faut affronter. J'avais un confrère pénaliste qui disait il faut toujours se mettre devant le taureau. Ben, je pense qu'il faut qu'on se mette devant les défis de la vie d'une femme dans l'entièreté de ce qu'elle est. Voilà, c'est un peu mon idée. Isabelle, you wanted to say something about it? Yes, thank you. Primero que me siento muy humilde ante las historias de vida, especialmente la de Shireen. ¿No? Hay veces que este es un ejemplo en el que hablar de las dificultades de las mujeres es algo muy complicado porque depende mucho del entorno, ¿no? También. Pero un poco completando lo que decía Christine, yo creo que el caso es que el problema es que es muy difícil ser mujer. No es difícil ser abogada, es muy difícil ser mujer. Entonces, yo creo que ser abogada es más fácil que ser otras profesiones dentro de ser mujer, porque te da unas herramientas para defenderte, para saber en qué lugar estás, hasta la argumentación, nuestra manera de pensar. Es decir, ser abogada probablemente te da más habilidades que ser otra profesión, ¿no? Que no es consciente ni siquiera de lo que es justo o de las posibilidades que tienen, ¿no? Conforme a la ley. Entonces, creo que lo que hay que tender es a una... Y yo sé que va a sonar raro y difícil, pero el mundo está cambiando tremendamente y a una velocidad abismal. Y yo creo que lo que hay que hacer es un planteamiento ético. Es decir,
Escuchaba el otro día a un profesor filósofo que decía que si nacer en una parte del mundo es un acto, es una circunstancia aleatoria de suerte, eso no debería estar dentro de las circunstancias por las que valoramos a una persona. Es decir, si podríamos haber sido cualquiera de nosotras las que hubiéramos tenido los problemas que ha tenido Sherin por sus circunstancias, eso no debería contarse dentro si estamos comparando a la gente de manera objetiva. Un poco es lo mismo, es decir, no deberíamos dejar llegar a un acuerdo ético en el que ser padre es ser padre, no es ser madre y es ser padre. Pero que es llegar a esta cuestión ética de las obligaciones hay que repartirlas equitativamente, pero no es una cuestión de ser abogado, es una cuestión social, es una cuestión de humanidad, es una cuestión pero no solo es, como decía Christine, ser madre, es todas las labores que llevamos a cabo mayoritariamente las mujeres de cuidado en la sociedad, sobre mayores, sobre otros familiares, sobre discapacitados que no son valorados y que no cuentan como trabajo. Eso no debería ser de mujeres, debería ser una cuestión social, algo que todos dijéramos es importante para nosotros que haya niños como sociedad, como país. Bueno, no puede ser que se cargue en las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es eso, que es muy difícil ser mujer, es muy difícil, extremadamente. Céline, vous voudriez ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Merci, hein. Mais par rapport à la peur, hein, moi, je l'ai compris dans le sens où je vais prendre carrément l'exemple de mon cabinet, quoi. Quand je prends il y avait déjà beaucoup de femmes et puis il y a une autre femme, avocate, qui voulait, là c'est pour répondre à la peur par rapport à cette histoire de maternité, la question qu'on a posée tout à l'heure. Alors, quand j'ai dit à mon collaborateur, disons le précédent, pratiquement qui fait office du coordonnateur, de la coordination du cabinet, quand je lui ai dit qu'on devait encore prendre une autre dame, il m'a dit, ah mais non, tu verras, après, ils vont tous tomber enceintes au même moment ou bien, et puis ça sera compliqué, quoi. Donc, c'est pour dire que c'est peut-être ça, la peur que vous puissiez vous retrouver avec beaucoup de dossiers pendant que les avocates sont en train de mettre au monde, quoi. Elles ne peuvent pas travailler parce qu'elles sont dans la maternité. Moi, je lui ai dit que on ne pouvait pas s'arrêter seulement sur ce genre de discussion par rapport à la maternité. C'est des faits naturels. C'est par sa nature que la femme est obligée de porter la grossesse. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on devait, au nom de l'exercice de la profession, arrêter alors de mettre au monde? Il faut que, est-ce que la nature doit s'arrêter? Pourquoi? Parce que les femmes se décident aujourd'hui de ne pas avoir d'enfants pour totalement s'investir dans la carrière. Donc, j'ai dit, il fallait nécessairement qu'on trouve un équilibre et que pour moi, je me disais, on n'a pas besoin d'avoir une quelconque peur parce que c'est vrai qu'il y aurait peut-être plus de dossiers, mais on sera obligé d'être solidaire avec ces femmes-là et de donner plus de temps pour traiter les dossiers que les autres étaient en train de traiter. Sinon, on veut que on ne peut pas nous demander en tant que femmes de nous arrêter, sinon c'est la nature qui va disparaître. Donc, je pense que quelque part aussi, c'est aussi les autres ont peur de la quantité de dossiers, mais ça peut aussi nous aider à réfléchir sur le fait que est-ce que lorsque nous sommes dans une période de maternité où nous sommes obligés de rester à la maison, est-ce que nous ne pouvons pas travailler? Est-ce que les femmes ne peuvent pas travailler, avoir des dossiers? Mais on sait aussi qu'en ce moment-là, on a beaucoup plus, le bébé a beaucoup plus de temps aussi. Le bébé attend à ce que sa maman lui consacre beaucoup plus de temps. Mais est-ce que pendant 2 ou 3 heures, une femme ne peut pas faire des conclusions à la maison, renvoyer au cabinet pour que les autres, tout ça? Donc, c'est des défis, quoi. C'est une réflexion pour l'avenir, quoi. Délégué Ferrand. Maintenant que vous en parlez, c'est ce que j'avais fait moi aussi. J'ai pu travailler de chez moi quand j'avais accouché et tout ça, et ça n'a pas posé des problèmes. Et d'ailleurs, maintenant, je ne sais pas, il y a une question qui se pose aujourd'hui avec le travail à distance. Est-ce que le problème se pose de la même façon?
je pense que ce travail à distance qui persiste et qui demeure, on avait pensé que c'était juste à cause de cette pandémie, mais là, ça se continue et on voit des gens qui le font pour éviter les longues distances entre leur maison et leur lieu de travail et les employeurs qui admettent ça parce que ça réduit le temps perdu dans les moyens de communication, enfin dans les trains et tout ça. Donc, est-ce que cela ne permet pas aussi de reconsidérer d'une autre façon cette question de maternité, de parentalité? Je ne sais pas, la question se pose. Et d'ailleurs, nous avons eu une question de la part d'une, je ne sais pas si c'est une avocate ou un avocat qui pose la question à Madame la bâtonnière de Bordeaux. Est-ce que vous avez une étude sur les confrères qui prennent un congé parental à la naissance d'un enfant? À Bordeaux, aucun, Des avocats. aucun confrère avocat, enfin, aucun avocat n'a pris jusqu'à ce jour un congé parental. Mais évidemment, je pense que ça vient, hein, ça, tout ça. Pardon, je crois pas aucun, un. J'ai connaissance d'un congé parental. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de commencer, on va dire, hein, chez nous. Je pense plus aux femmes sur l'impossibilité ou sur le report de grossesse, sur le fait de dire je m'associe, donc je me mets pas tout de suite en route mon bébé. On a beaucoup ça encore, hein. On a des organisations qui sont encore, contrairement à Birgit, qui nous explique le bonheur d'accueillir. Mais il y a aussi des cabinets qui mettent en place, sous mon invitation, des primes à la naissance. Donc, on a aussi des modes d'organisation qui commencent à véritablement générer des actions différentes. Donc, vous voyez, tout ce que nous pouvons faire qui donne un signe ou un sens particulier entraînera de toute façon, aura des conséquences. Et je suis convaincue qu'il faut être très pragmatique pour traiter les questions. Il faut vraiment dire la non-discrimination, on lutte aussi par le biais de la crèche. Voilà, je pense que c'est important. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là? J'ai participé l'année dernière à la journée suisse des professions libérales. Donc, on parle, bien évidemment, pas que des avocats, des médecins, mais aussi des architectes, etc., etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est que, en tout cas chez les avocats, là, mais les chiffres sont peut-être pas tout à fait identiques, mais chez les avocats, on a un vrai problème. Je crois que c'est Isabelle qui en a parlé, ou peut-être Chérine, je ne sais plus. On avait vu des chiffres style 36%, voire plus, de femmes quittent la profession avant 10 ans d'activité. Oui. Et ces femmes-là, on n'arrive pas à les récupérer ensuite. Alors, il y a beaucoup de motifs. Certainement, la maternité en est un. Et la question qu'on s'est posée au niveau de la Fédération suisse des avocats, c'est comment récupérer ces femmes pour qu'elles puissent reprendre leur activité professionnelle, par hypothèse, après une interruption de une année, 2 ans, quelques mois, voire, etc. Parce que il faut bien évidemment pouvoir se remettre à niveau sans être stigmatisé, etc. Pouvoir revenir dans une étude d'avocat en disant, je viens, j'ai perdu un peu des informations, mais je suis prête à me remettre à niveau. Et comment est-ce qu'on met ça en place? D'ailleurs, c'est pas que pour les femmes, hein, ce serait pour tout le monde finalement. Et je crois qu'il faut peut-être le voir de cette manière-là, parce qu'on perd une grande partie de compétences. Si on réfléchit, c'est plus de 65% ou à peu près, hein, de compétences professionnelles qui ont été quand même difficiles à acquérir et puis qu'on laisse aller dans la nature comme ça parce que ce métier est quand même relativement difficile pour tous les motifs qu'on a invoqués. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Et c'est très intéressant de le dire. Et sur les 30%, l'étude que moi j'ai, qui est une étude très sérieuse, indique que les 30% qui décident de changer de voie avant d'atteindre la 10e année de leur carrière professionnelle, c'est parce qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas concilier vie perso, vie pro. C'est pas parce que c'est trop dur, j'arrive pas à faire le boulot. Pas du tout.
c'est sur l'équilibre vie perso, vie pro. Et elles le disent de manière claire. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est 10 points de plus que leurs confrères masculins. Ce qui est quand même sacrément parlant. Et c'est une étude de la Caisse nationale des barreaux qui a étudié ce phénomène sur le départ des femmes dans les 10 premières. Ce qui fait que quoi? On forme des gens alors et puis on les laisse dans la nature. Qu'est-ce que vont faire ces femmes? Est-ce elles vont revenir à la profession? Elles ne reviennent pas à la profession. Elles ne reviennent pas à la profession. Elles vont ailleurs. Elles ont des postes de juristes dans ces administrations où elles font tout autre chose. Et du style dégoûtées totalement par cette impossibilité de concilier cet équilibre-là, elles rentrent une en décoratrice, voilà. Elles changent et toutes leurs études où elles se sont impliquées, où elles ont fait des études difficiles, où elles se sont vraiment battues pour avoir les diplômes, parce que c'est difficile tout ça, eh bien, il y a une fuite, il y a une évaporation et une perdition de tout ça. La crèche ne règle pas tout, hein. La crèche est un événement porteur de sens. Voilà, la crèche, ça va me donner 15 à 20 places, c'est pas beaucoup. Mais en tous les cas, ça sera ça. Et il faut être modeste quand on fait des choses. Et ensuite, ça sera peut-être dupliqué. Je pourrais peut-être acheter un immeuble plus grand pour faire plus de bébés. Voilà. Mais surtout, c'est de montrer qu'on s'empare de cette question, nous femmes. Voilà, nous femmes, à la tête de nos institutions. Parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas les hommes qui vont le faire. C'est terrible ce que je dis, hein. Ce n'est pas du tout un propos, comment dire, trop sexiste, presque de ma part. Mais je pense qu'il faut que les bâtonniers s'emparent de ça. Il faut que nos confrères hommes qui viennent. Alors, la prochaine, chez moi, c'est une femme. Troisième. Donc là, vous voyez, on arrive sur une lignée de femmes, mais le prochain bâtonnier, il faut qu'il s'occupe de peut-être faire grossir la crèche ou d'autres travaux sur la parentalité. Oui. À votre avis, Christine, ces femmes qui disent qu'elles ne peuvent plus concilier le métier d'avocat et leur vie familiale, et elles vont travailler dans la décoration qui est aussi accaparante que le métier d'avocat, hein. Ouais, Donc, pas est-ce que pareil, c'est je pense, pas pareil. Je pas pense que c'est pareil? pareil. C'est un choix personnel ou bien parce qu'elles n'avaient pas les moyens de pouvoir mener de Non, je front? pense qu'elles sont dégoûtées. Je pense qu'il y a un certain dégoût de la profession. Je pense elles sont plus motivées parce qu'elles n'ont pas trouvé. D'ailleurs, je vois Chérine, on est des fortes femmes quand je dis ça. Vous voyez, on a une personnalité, quand j'entends le parcours de Chérine, quand même, je suis tout à fait admirative quand elle dit que, ou ses consoeurs ou ses confrères qui lui disent si tu réussis pas, tu auras perdu. Ta capacité à montrer que les femmes peuvent être aux fonctions. Oh, Chérine, mais il faut avoir une force exceptionnelle. Avoir les épaules Parce fortes. que je connais l'Afrique, les confrères, moi j'ai beaucoup d'amis africains, confrères et notamment béninois que j'adore, avec qui j'ai. Mais ils sont pas faciles avec leurs consoeurs, hein. Chérine, ils sont. Et je trouve que c'est une force exceptionnelle, vraiment. Et je vous le dis, hein, je pense qu'il faut montrer plus de force à un moment donné pour pouvoir imposer une certaine capacité à affronter. Bien, voilà, je n'ai pas d'autres questions, moi, je n'ai pas reçu d'autres questions. Est-ce que vous voulez ajouter encore quelque chose avant qu'on ne termine cette journée qui est très édifiante et où on a vraiment analysé chaque année, on a de nouvelles questions qui sont analysées et de nouvelles approches et tout ça nous permet au comité des femmes d'enrichir, n'est-ce pas, les approches et aussi ce que nous devons faire pour apporter notre soutien aux femmes, notamment dans la profession d'avocat, créer une parité à part entière entre les hommes et les femmes, sensibiliser toute la profession aux problèmes que peuvent vivre les femmes pour le bien de la profession et l'avenir de la profession, parce que finalement, nous sommes là dans la profession et donc, si on améliore ou on renforce le statut des femmes, tout ça va être bénéfique pour l'avenir de la profession.
Donc, et avant de terminer, je vais me permettre d'annoncer aux participants qui sont avec nous ce que nous allons faire au Congrès de Rome. Et là, j'ai compris, Christine, que vous serez là-bas et que vous allez projeter votre vidéo. Eh bien, voilà, nous avons notre session du Comité des femmes le 28 octobre. Alors voilà, le Congrès de Rome aura lieu du 25 au 29 octobre. Notre session du Comité des femmes a lieu le vendredi 28 octobre. Le thème sera les droits des femmes à l'épreuve de la migration. Et là, on pourra parler de tous les problèmes que subissent les femmes, notamment en matière de traite des personnes. Et avant cette session de travail, nous avons une réunion interne, an internal meeting of the Women's Committee. We are going to launch the UEA Women's Committee Network. Nous avons créé un network pour les femmes, pour le comité des femmes de l'UEA, et nous allons discuter du fonctionnement de ce network, auquel pourront participer toutes les femmes, mais aussi tous les membres de l'UEA. Et nous avons déjà des membres, des confrères qui se sont inscrits au comité des femmes pour faire partie de ce network qui va enrichir les débats, les discussions et aussi les solutions que nous devons tous trouver et mettre en exécution. Et nous allons également parler de nos activités pour l'année 2024, notamment le mentoring programme. Et je crois que vous toutes, n'est-ce pas, qui êtes un role model, vous devez être avec nous sur ce mentoring programme pour être les tuteurs, les mentors de toutes les personnes qui vont participer à ce mentoring programme afin de renforcer les capacités, afin de renforcer cette cette confiance que les femmes doivent avoir en leur capacité, en leur pouvoir, en leur ténacité et leur détermination, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. C'est ce que nous recherchons dans nos mentoring programmes dont nous allons discuter à Rome. Alors, je vous invite tous et toutes à vous inscrire au Congrès de Rome et jusqu'au 10 septembre, vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel. Et vous serez tous les bienvenus dans le comité des femmes. We're waiting for you all to participate with us in our activities. We're going to have a mentoring program. We will discuss it. We will launch it in Rome and discuss its functioning and also in mainly our network. It's very important to have such a network within the Women's Committee. We need to discuss more and more about different problems that not only women are facing within the profession, but also all the profession is facing. So, and we will have simultaneous interpretation to French and English and to Spanish. So you are all welcome. This is something very important to mention. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Ça a été vraiment d'abord un grand plaisir pour moi et pour nous tous et toutes de faire votre connaissance, même si ce n'est que virtuellement, de vous entendre parler de votre parcours, de partager avec nous vos soucis, de partager avec nous vos conseils. Tout ça, c'est très important et j'espère vous retrouver tous et toutes à Rome. Et puis, dans notre comité des femmes, je vous invite tous et toutes à vous inscrire à l'IA et à notre comité des femmes. Merci et je tiens à remercier Colette et Elisabetta de l'UIA qui ont également travaillé dans les coulisses à la réussite de ce webinaire et à la préparation de l'organisation de ce webinaire. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt. À bientôt à toutes. À bientôt. Merci, Elisabeth. On se revoit à Rome, toutes. Bien sûr, je vous attends à Rome. À Rome. À Rome, chérie, à Rome, Isabelle.